gros, la situation dans laquelle nous nous trouvons fait l'appréciation que nous en avons. D'abord, je voudrais vous remercier au nom du groupe des parlementaires de la France Insoumise de votre réaction rapide à notre appel, même si nous savons que c'était un peu bricolé. Et vous soyez aussi nombreux à être venus. Dorénavant, il faut que vous vous prépariez, mes chers amis, à agir en interaction avec vos parlementaires, car nous sommes bien décidés à ce qu'il y ait une sorte d'osmose et de relation permanente entre le mouvement de masse et la représentation politique que nous sommes, car nous nous considérons comme la représentation politique du nombre que vous êtes là, et non pas comme des personnes à qui vous auriez délégué pour toujours un pouvoir dont au demeurant nous ne voudrions pas. Les événements d'une exceptionnelle gravité politique sont en train de se dérouler. Et il appartient à cette partie la plus éclairée, la plus intéressée à la compréhension des événements, d'en tirer toutes les leçons. La première est que quand 55% des électeurs et des électrices décident de ne pas aller voter, on n'a pas le droit de dire qu'ils sont fatigués ou indifférents. Ils manifestent une volonté politique qui se résume en un mot, dégager. Et lorsqu'ils n'ont pas les moyens de le faire, parce qu'il leur semble qu'ils sont enfermés dans des oppositions factices entre La République En Marche et ALR, alors les gens ne vont pas voter. C'est ça que nous avons vu. Il y a donc dans ce pays une immense tension, une immense attente. Personne n'a demandé, à part le MEDEF, que la priorité ce soit de détruire le code du travail. Personne ne l'a fait. Et c'est pour obéir au MEDEF qu'a été convoquée cette session extraordinaire. Premier coup de force que je vous demande de bien comprendre, nous ne sommes pas allés à Versailles parce que le président de la République y prenait la parole. C'est un droit constitutionnel dont il dispose depuis que M. Sarkozy a proposé et fait adopter en son temps cette réforme de la Constitution. À l'époque, nous avions été très nombreux à protester contre cette institution d'un discours du président qui vient, parle et s'en va, et ensuite les parlementaires qui ne sont même pas rangés par groupe politique, c'est-à-dire comme une image de la représentation des opinions qui traversent le pays, mais éparpillés par ordre alphabétique dans l'hémicycle, comme une sorte de troupeau, et qui écoutent et ensuite est prié d'acclamer. Ce n'est pas pour cela seulement. Si c'était que cela, nous y serions allés, parce que sinon on n'irait nulle part. Nous n'y sommes pas allés parce que nous avons parfaitement compris le message. Ce message, quand le président de la République parle, avant que le Premier ministre ne l'ait lui-même devant l'Assemblée, il se passe quelque chose d'important dans l'ordre institutionnel. Pourquoi? Parce que quand le Premier ministre fait son discours et sollicite la confiance de la représentation du peuple français, il attend le vote des députés. Et c'est le vote des députés qui lui donne l'autorité d'être le Premier ministre. Voilà pourquoi l'ordre républicain, qui s'y réfère, aurait voulu que d'abord le Premier ministre parle, l'Assemblée nationale vote, puis, s'il le voulait absolument, le chef de l'État fasse connaître sa vision d'ensemble. Et là, nous avons été placés dans une situation qui est de la monarchie et de rien d'autre. J'ajoute qu'il n'est pas correct, exactement. Ça ira, ça ira. Vous avez intérêt à rapprendre toute cette période parce qu'il y a beaucoup à savoir de dessus. La preuve, c'est qu'à la première fois que j'ai ouvert la bouche dans l'hémicycle, il y en a un quasi, on sait où ça mène, Robespierre. Figurez-vous que je le prends comme un compliment. C'est le premier coup de force. Je vous demande, mes amis, par ce pacte particulier qui nous lie, qui vous lie à ceci, vos députés, d'expliquer ces choses autour de vous à des gens qui ne les comprennent pas forcément et qui, des fois, peuvent se dire, eh bien, le président parle, il faut écouter, bien sûr, il faut écouter la personne qui parle. Mais il faut bien se rendre compte de la signification du message politique qui est envoyé. Premier coup de force. Deuxième coup de force, nous sommes convoqués en session extraordinaire pour voter qu'on va abroger le code du travail par ordonnance. La plupart des gens ne savent pas ce qu'est une ordonnance.
C'est un texte extrêmement général où on donne au gouvernement le pouvoir de faire la loi à la place du Parlement. Mais de quoi parle-t-on? On n'est pas en train de parler du code de la route, on est en train de parler de 150 ans de lutte sociale, continuée dans les pages du code du travail. Et bien vous ne reconnaissez pas, dans ce président, le droit de l'abroger, sans que nous puissions discuter une seule ligne, un seul mot, un seul de ces mots qui ont coûté tant de peine et tant d'efforts à ceux qui nous ont précédés dans la lutte, nos mères, nos pères, nos anciens qui ont mené les combats page à page pour obtenir la réduction du temps de travail et le droit d'être protégé par la loi contre l'absolutisme qui faisait que Jean Jaurès disait la grande révolution a fait les Français rois dans la cité, il les a laissés certes dans l'entreprise. Et c'est à cette servitude, à ce déséquilibre du rapport de force qu'il veut nous renvoyer. Voilà pourquoi nous n'acceptons pas. Et qui se prolonge par un coup de force contre les usages de la démocratie. Daniel vous l'a dit il y a un instant. Quand le chef de l'État lui-même dit à l'automne, je libérerai les Français de l'état d'urgence, et qu'il comprend parfaitement que l'état d'urgence prolongé sans fin est une victoire de l'ennemi. Car l'ennemi, lui, voudrait une société où il n'y a pas de liberté. L'ennemi voudrait une société où il n'y a que des monarques. La liberté, c'est la première des choses qu'un peuple républicain doit défendre en toutes circonstances. Parce que c'est sa victoire contre l'ennemi que de protéger la liberté. De la respecter scrupuleusement, de se sentir plus fort parce qu'on est libre. Enfin, qu'on ne vienne pas nous dire que ça ne s'appliquerait qu'au cas de terrorisme, parce que l'état d'urgence jusqu'à présent, on nous avait aussi dit qu'il ne s'appliquerait qu'au cas de terrorisme. Mais dans 90% des assignations à résidence et des interpellations, il s'agit de syndicalistes et d'écologistes qui ne sont nullement des terroristes. Alors nous ne croyons pas. Et nous croyons qu'il faut libérer les Français dès maintenant. Ce n'est pas que nous ne comprenions pas les nécessités particulières de la lutte contre les formes particulières du crime que sont ces actes terroristes. Nous le comprenons. Mais les spécialistes eux-mêmes vous disent que ça ne sert à rien à l'état d'urgence permanent. L'état d'urgence, ça doit être circonstancié et limité au moment où les événements ont lieu, de manière à donner comme une sorte de coup de pied dans la fourmilière. Mais comme c'est tout le temps, ça ne sert à rien. Ça ne sert strictement à rien d'autre qu'à faire peur à tous les autres qui peuvent, eux, aller en assignation de résidence ou être interdits de circuler au motif que l'état d'urgence permet de le faire contre des syndicalistes ou des écologistes. Alors, voilà les trois coups de force qui sont en train de se produire, qu'il faut prendre au sérieux. Non, Monsieur le Président de la République, ce n'est pas du sectarisme de refuser de révérer le prince. Or, ce que vous avez fait, à part cette dissertation du niveau du centre de commerce, gloire au centre de commerce, ça nous amuse, que vous nous avez infligé pendant 1h30, car ceux qui n'étaient pas à Versailles, j'étais devant mon poste de télévision comme tous mes collègues pour savoir bien sûr quelle était le conflit de ce discours. Donc nous aurons demain une laborieuse répétition par le collaborateur du président de la République. Mais quand même, vous avez entendu, il dit qu'il va diminuer le nombre de députés. Vous vous souvenez de ces matins où vous vous êtes réveillés en vous disant il est temps de diminuer le nombre de députés, car je vois bien que la démocratie est un problème avec autant de députés. Ne vous laissez pas intimider les gens par ce populisme démagogique du chef de l'État. Vous n'avez pas trop de députés, vous n'avez pas trop de communes, vous n'en avez pas assez, voilà la vérité. Et vous n'avez pas ceux qui vous représentent, voilà la vérité. Faites attention à la démagogie anti-parlementaire. Vous l'avez entendu dire aux parlementaires, si vous ne cédez pas, je le ferai par référendum. Vous l'avez entendu comme moi, c'est une menace qui est faite d'un plébiscite dans les traditions les plus détestables que nous avons connues dans l'histoire de notre patrie. Oui, c'est une menace qui a été faite. Eh bien, s'il veut faire un référendum, il en a un tout trouvé. Peuple français, veux-tu ou non convoquer une constituante qui décidera quels sont les pouvoirs du Parlement et les lois? Nous sommes convoqués en session extraordinaire
Et il n'y a pas de limite à cette convocation. Alors voilà les grands faiseurs de blabla sur faire de la politique autrement, qui vous convoquent en plein été. Mais qui croyez-vous que nous soyons? Nous sommes des êtres humains, nous avons des familles, nous avons des engagements de famille. Nous ne sommes pas à la libre disposition du prince pour rester enfermés dans une assemblée tout l'été. On nous dit on ne peut pas donner de date parce qu'on ne sait pas combien de temps ça va prendre la circulation des textes. Eh bien, si vous ne le savez pas, alors ne nous convoquez pas. Et si vous ne le savez pas, alors ne mettez pas autant de textes. Ne cherchez pas des prétextes pareils, car nous savons pourquoi le président de la République fait ça avec son Premier ministre. Il le fait pour que nous soyons sous la pression des gens qui sont dans l'Assemblée et qui tous ont des familles et diront mais comment Madame Autard, Monsieur Corbière, etc. Vous allez nous prendre la tête pendant combien de temps? Vous comprenez, il faut qu'on rentre chez nous. Et le personnel aussi dira ça. C'est une manière de nous mettre sous contrainte, de nous obliger à nous auto-censurer. Eh bien, je vous préviens, sur le code du travail, il y a 132 amendements qui seront discutés 132 fois par 17 personnes.